selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à votre émission Show de Gare sur LBS Web TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui défraie la chronique et bien sûr pertinent qui porte sur la santé mentale. Mais aujourd'hui, avant de commencer, nous sommes sur ce beau plateau avec notre ami Luc et notre invité spécial qu'on va vous présenter certainement dans quelques minutes. Alors, avant de procéder, écoutons un peu l'avis d'un docteur qui nous parle de santé mentale. Je vais commencer par une définition qui est celle que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne à la santé mentale. Elle définit la santé mentale comme telle. C'est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. La bonne santé mentale, comme on dit, c'est un état de bien-être. On parle de bien-être, donc on est bien dans son corps, on est bien dans son âme, on est aussi bien dans son esprit. On parle de l'être tout entier, tripartite. Et cet état, quand on est bien ainsi, ça nous permet de nous réaliser. Donc, si tu n'es pas bien dans ta santé mentale, tu ne peux pas te réaliser au niveau physique, tu ne peux pas te réaliser au niveau spirituel et tu ne peux pas non plus te réaliser au niveau émotionnel. C'est cette portion-là de l'âme. Donc, la bonne santé mentale nous permet de pouvoir nous réaliser dans tous ces domaines-là de notre vie. Ça nous permet aussi de surmonter les tensions normales de la vie. Ce qui signifie que lorsque, par exemple, on est dans un état de deuil, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'âme qui fait en sorte que l'âme devient malade. Automatiquement, on sera dans l'incapacité de pouvoir manifester ou de pouvoir atteindre un état qui nous permet de nous réaliser au niveau émotionnel parce qu'il y a une brèche, il y a une rupture. Et tant que cette rupture ou cette brèche n'est pas adressée comme il faut, l'âme reste malade parce que c'est un petit peu comme on a eu une blessure, une coupure. Si on ne la soigne pas, ben, elle peut s'infecter ou elle peut guérir, sembler avoir guéri, mais à la moindre écorchure, la plaie s'ouvre encore ou bien du pus s'entasse à l'intérieur parce que c'était pas bien pris en charge. Il faut vraiment prendre soin de tout notre être au niveau physique, émotionnel et aussi spirituel pour pouvoir se maintenir dans cet état de production où on veut se réaliser, où on veut faire des choses, où on veut accomplir des choses dans la vie. Ça commence par une bonne santé mentale. La santé mentale, en fait, c'est, je dirais ça personnellement comme c'est le thermomètre de ton âme. Ça nous montre ce qui se passe en toi, au-dedans de toi, et ça se reflète maintenant à l'extérieur, dans ta capacité de réaliser des choses, dans ta capacité de te mouvoir spirituellement, physiquement, dans ta capacité aussi de faire des choses autour de toi ou d'avoir même des belles relations. Ça intervient dans tous les domaines de notre vie. Alors, cher ami Luc, comment ça va depuis la précédente émission? Ben, ça va très bien. Oh. Et puis j'espère que nos auditeurs et ceux qui nous visionnent auront l'opportunité, comme dans toutes les semaines, à commenter les sujets, les enjeux que l'on traite. Augustin et moi, je serais bien intéressé à avoir de leurs opinions, leurs commentaires. Est-ce qu'ils ont aimé ça? Qu'est-ce qu'ils voudraient entendre surtout? Mais je pense que ce soir, ce matin, on va avoir quelqu'un là, de vraiment remarquable qui va pouvoir nous donner un avant-goût de qu'est-ce que notre Dieu peut faire dans la vie des personnes, des hommes en particulier. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un ami que je connais déjà depuis plusieurs années. Et puis, son nom est Richard Fortin. Je vais lui laisser le privilège de faire en sorte qu'il va vous décrire un petit peu son témoignage, etc. Mais c'est un compagnon de vie
Et j'ai bien hâte de l'entendre. Puis je pense que vous allez aimer qu'est-ce que vous allez tout au long de l'émission écouter parce que c'est d'intérêt public et ça s'adresse à tous les hommes en tout lieu. Alors merci Richard d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Ça fait grand plaisir, Betty. Première question que j'aimerais pour toi, c'est explique-nous un petit peu ton témoignage, bon, ta vie peut-être professionnelle, qu'est-ce que tu faisais avant, et puis tout ça, et puis qu'est-ce qui t'a mené à une recherche là, du Seigneur, et puis les délivrances que tu as peut-être expérimentées au courant de ta vie. Pour débuter, professionnellement, j'ai été policier 22 ans pour la Gendarmerie royale du Canada. Je suis marié depuis 39 ans. Bonne épouse, une belle épouse. J'ai 2 filles qui sont mères de famille. Mère de ma fille aînée, Geneviève, elle a 4 enfants. Mylène en a 2. Je suis vraiment béni de ce côté-là parce que mes 2 filles, avec leurs époux, Jean-Michel et Carl, suivent le Seigneur, servent le Seigneur dans l'Église et de différentes façons. Le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté et son amour, m'a donné une famille que je n'ai pas eu, une famille de sang, si je peux dire, parents, frères et sœurs. Le Seigneur m'a donné 10 fois, 20 fois, 30 fois ce que je n'ai pas eu. Alors aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur de ta richesse, de ta grâce, de ta bonté, ton amour envers moi, mes frères et sœurs également. Enfin, quand sur ce côté-là, c'est mon vécu face au travail. Aujourd'hui, ben j'ai pas la meilleure santé, mais par contre, le Seigneur m'a béni malgré tout ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a un point particulier que tu voudrais que je développe? Peut-être ton témoignage, genre, je sais que tu as passé par des difficultés associées justement à des problèmes de santé mentale. Pourrais-tu nous en parler? Oui. Là, comme il vient de mentionner, on parlait de santé mentale, puis et tu m'as demandé d'élaborer, si on peut dire, en quelques mots. Fait quand j'ai pris des notes, je vais vous lire les notes que j'ai prises. Je les ai écrites d'une façon avec mon cœur et non avec la tête, parce que je crois qu'en parlant avec le cœur, on touche plus les gens. C'est une réalité. Puis les lignes que je vais vous lire sont mon vécu, à moi. Puis je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ont peut-être vécu la même chose ou ils vivent la même chose. Alors, je débute avec cette phrase principale. Santé mentale sont 2 mots distincts. Santé veut dire un mot qu'on entend tous les jours, de notre quotidien, aux radios, aux télévisions. On a les services de santé ou les hôpitaux, CLSC, le budget de la santé, les ressources de la santé, etc. Ensuite, la santé mentale, qu'est-ce que c'est vraiment? D'après mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste, etc. La santé mentale fait toujours peur à en parler, à s'impliquer, à comprendre, fait peur à faire face. Le mot santé mentale n'est pas bien perçu encore dans notre société. Si j'ai une maladie mentale, je suis automatiquement mis de côté. Je suis automatiquement jugé. Je suis automatiquement mal vu. Je suis automatiquement mis à part. Je suis également laissé à moi-même dans beaucoup de circonstances. J'ai peur d'être jugé et j'ai peur d'être incompris. La santé mentale est un cheminement quotidien. Ce n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Il faut se garder sain pour pouvoir survivre dans le quotidien du temps présent. On m'a demandé également dans mon témoignage, des signes avant-coureurs ne sont pas toujours visibles et apparents. À l'œil nu, à l'œil, rien ne paraît. Le comportement de l'individu peut rester le même. En plus, en étant d'un niveau mental ou en détresse, cela en prend une certaine connaissance pour le détecter ou le remarquer. C'est comme, je ne suis pas mécanicien, je vais au garage, je vais dire au mécanicien, ben, veux-tu réparer mon véhicule? C'est un mécanicien, il va le faire.
mais en tant qu'individu régulier, ordinaire, on ne voit pas ou on ne sent pas ces choses-là. Par contre, lorsque les signes sont apparents, la partie devient différente. L'attitude de la personne atteinte peut changer. Il devient plus agressif, verbalement ou physiquement. La personne s'isole complètement de son entourage. Il se renferme davantage. Il ne partage plus, ou il ne participe plus aux discussions, dis-je bien. Il n'y a aucun intérêt pour quelconque ou quiconque. Il peut penser au suicide, dont j'ai passé par là. Il fait des démarches pour se suicider. J'ai passé par là. Il peut éclater comme un volcan, de façon inattendue. Il peut devenir plus verbal et plus physiquement agressif. Son comportement devient plus inquiétant. Il peut devenir imprévisible. Oh, merveilleux. Vraiment, c'est intéressant d'avoir ces données, l'information que vous venez de mentionner, les signes avant-coureurs, n'est-ce pas, dans ce domaine. Tu as parlé tout à l'heure de suicide. Oui. Vous savez, au Canada, les statistiques indiquent sur 4000 cas de suicide, 75 sont reliés aux hommes, donc environ 3000. Et donc, c'est un problème vraiment qui affecte nous les hommes. Alors, ça nous ferait plaisir de écouter ton témoignage sur comment tu as fait face au suicide et comment tu as surmonté avec la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Évidemment, sans la grâce de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas, je ne pourrais pas donner mon témoignage. C'est par la grâce de Dieu. Si ça avait été de moi, là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Avant de dire j'ai été suicidaire, c'est quoi qui m'a amené au suicide? La dépression. Ensuite, si je peux lire mes notes qui relient à la maladie mentale, c'est j'ai eu un manque d'amour de mes parents. Je ne vais pas les abaisser ou quoi que ce soit, mais je ne me suis pas senti aimer mes parents. Puis il ne faut pas oublier que leur génération, c'était la façon qu'ils faisaient les choses. Fait que moi, par la grâce de Dieu, j'ai pardonné à mes parents, ou je cherche le bon terme, là. Je dis agressif, mes agresseurs, mais c'est ceux qui m'ont fait mal d'une façon quelconque, de ma connaissance jusqu'à peu importe quand. J'ai eu un manque d'encadrement familial. J'avais des projets, j'avais des objectifs, j'ai manqué d'encadrement. Il y a eu la masculinité toxique. Il y a eu un gros manque d'écoute, soit mes parents, mon environnement. J'avais des choses à cœur, puis j'ai été rejeté, pas écouté. Il y a eu beaucoup de manque de compréhension. Mais là, je ne parle pas juste de mes parents. De l'environnement, ça veut dire l'école, les amis, etc., etc. Les expériences de vie transmises par un parent ou un proche. Je ne vais pas en dire long là-dessus. Ça ne me donne pas grand-chose d'aller là. Mais il y a des expériences de vie, soit de ma famille ou des amis de la famille, nous ont jeté ses épaules, leur vécu. Puis c'est pas nécessairement un bon vécu. J'ai vécu l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abus physique. J'ai pas dit sexuel, j'ai dit physique. Des fessées, là, j'en ai eu. Puis quand j'avais une fessée, là, le lendemain, j'allais à l'école, là, j'avais de la difficulté à m'asseoir sur mon banc d'école. Puis là, le professeur dit qu'est-ce que tu as? Mais j'ai une autre fessée hier. Puis là, je faisais rire de moi. Puis c'était des bonnes fessées. C'était pas avec les mains non plus. Puis un manque d'encouragement. Fait que dans tout ce que je viens de vous énumérer a causé une maladie mentale, a causé une dépression. Ensuite, j'ai connu le divorce de mes parents, j'avais 15 ans, sans trop comprendre le pourquoi et le comment.
Et ensuite, j'ai mon vécu. Tantôt, j'ai mentionné que j'ai été policier pour le GRC. Puis, une des raisons pourquoi j'ai voulu être policier, voici les raisons. Pour avoir la justice, pour défendre celui qui est sans défense, faire écouter les gens qui sont étouffés, me faire écouter, me faire respecter, puis faire respecter le droit de l'humain. Fait que tout ça englobé m'a donné un uniforme, le droit de faire toutes ces choses-là. Malgré mon an social, mon travail, etc., je suis allé au suicide. J'ai même fait 3 tentatives. Je ne peux pas dire que je suis fier ou pas fier, je le partage parce que peut-être au travers de mon partage, quelqu'un va allumer, il va comprendre, il va voir, ou il va se voir, ou elle va se voir. Que même si je suis un homme, j'ai des faiblesses moi aussi. Je suis une créature de Dieu. Il y a le péché habite en moi. C'est évident. Je me rappelle ma première tentative, j'ai appelé mon caporal. Il s'appelle Andy Bigron. C'est un pasteur de l'église d'Elmer, puis maintenant il est rendu au Nouveau-Brunswick. Puis on se rencontre au Parc Lemay à Gatineau. Palpage, genre, puis il faisait de quoi ce qu'on jasait. À un moment donné, il dit hey, j'ai soif, je vais prendre quelque chose à boire. Fait qu'on va au café, prendre un café, puis tout ça. Puis on continue à jaser. Puis là, il me voit aller, il voit d'où je m'en vais, c'est quoi mon objectif. Puis il me pose la question suivante, puis je ne pourrai jamais l'oublier, cette question-là. Et si une de tes 2 filles te dirait papa, à soir, là, je vais me suicider, qu'est-ce que tu ferais? Ça, là, ça l'a allumé en dedans. Wow! Une de mes filles, je reste pas ça là, je vais en parler, je vais faire de quoi? Fait quand c'est lui là, qui était mon aide, dans le fond, c'est lui qui a allumé la switch, la lumière, s'il veut. Fait quand ça, là, c'était ma première, comme je me suis vu. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, Richard, hein, parce que je parle à ceux qui nous écoutent. Vous avez un rôle à jouer. Il y a peut-être parmi vous là, des personnes que vous connaissez. Vous connaissez peut-être les symptômes dont Richard parle. C'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être dans votre réseau d'amis. Et puis, Richard a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de la même foi, quelqu'un qu'on connaît, Augustin. Et puis, oui, un chrétien mature, il posait quelques questions, il a fait de l'accompagnement. Ben, pour vous, vous pouvez faire la même chose. Puis si c'est vous qui ressentez tout ce que Richard dit ce soir, puis vous dites, ben, qu'est-ce que Richard apporte? Ben, c'est mon vécu à moi, puis vous n'avez pas d'aide. Il vous faut absolument consulter. Écoutez, vous pouvez nous indiquer votre adresse si vous avez besoin de prière. Vous pouvez avoir des commentaires et puis vous pouvez aussi demander de l'aide. Il y a des centres qui sont ouverts, peu importe où est-ce que vous existez, où est-ce que vous résidez. Je pense ici dans l'Outaouais au 124-7, vous avez besoin de parler, faites le premier. Richard, poursuis donc parce que c'est très intéressant. Je sais que j'avais planifié une 2e tentative. Honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment les détails. La 3e était planifiée. Je ne rentre pas dans le détail par cause ou respect de la situation. Mais si je passais à l'acte, on m'aurait pas retrouvé. Je savais quoi faire. Fait quand je rentre pas dans le détail, ça vaut pas la peine d'aller là. Parce que ça peut vous donner des idées, mais je veux pas ça. Fait qu'entre-temps, je consultais mon médecin de famille, etc. Puis envoyais mon état, tout ça. Puis une journée, j'étais sur le bord, là. Je sautais le pont, là, d'une manière de parler. Puis j'étais allé la voir, puis je me rappelle, je ne donne pas son nom, puis c'est comme c'était hier. Je dis là, je ne sais pas que je vais faire. Je sais pas, je vais me tuer quelqu'un, je vais me tuer, faire un accident, quoi. Je me tiens pas responsable. Là, elle me regarde, elle a vu vraiment mon sérieux. Je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Elle dit, attends, elle dit, on va essayer quelque chose. Peut-être que ça va t'aider. Parce que j'avais été sur plusieurs antidépresseurs. Ça ne me faisait pas bien. J'avais des effets secondaires vraiment
je cherche le mot fort, là. Oui. Je réalisais vraiment négativement. Puis, elle dit, ah, tiens, elle donne une perception, elle dit, elle m'a donné du lithium. Le lithium, c'est un genre de sel aussi, qui fait un équilibre. Là, je suis parti, c'est un high, là, je suis redescendu. Mais je n'étais pas vraiment diagnostiqué à ce moment-là. Il faut aussi que je mentionne pendant ma dépression, ma période suicidaire, mon épouse partait le matin, elle allait travailler. Je partais de la chambre en coucher en haut, j'allais au sous-sol coucher. Je dormais 8 heures solides. J'étais tellement épuisé. Puis l'épuisement, c'est pas juste physique, c'est mental, spirituel. Nommez-les là. J'étais dans le fond du baril. J'avais aucune énergie. Puis à cette époque-là, la journée de la paye, c'était le mercredi, je ne me trompe pas. Puis je me levais, j'allais à la banque, je faisais les courses, tout ça, je revenais à la maison. Je arrivais vers 4 heures, elle dit, t'as-tu sorti aujourd'hui? Je vois. Je ne me rappelais même pas que j'avais fait durant la journée. Il y a des journées, je sortais. Il y a des fois, je m'en rappelais, mais c'est elle qui me disait, oui, il y a des traces de venues dans la neige. Fait qu'on a une longue période de temps, là, je dormais à 16 heures sur 24. Pas de mémoire pour me rappeler quoi que ce soit. Une fin de semaine, dans mon désarroi, je me rappelle encore. J'étais au sous-sol, puis je blâmais ma femme elle était en haut, là, mais moi j'étais en bas, puis je crois qu'elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle descende au sous-sol. J'avais un poêle à bois. J'ai brûlé le poêle à bois toute la fin de semaine, mais c'était pas avec du bois. Mes médicaments ont passé. Ah, toutes sortes d'affaires. Puis il y en a des paroles qui sont sorties de ma bouche. Je ne répéterai pas parce que c'est vraiment honteux. Mais ma dépression, mon état suicidaire m'a porté à faire ces choses-là. Fin compte, je dormais, je faisais pas de sortie. Il y avait une période de 1 an. 1 an, c'est pas gros, mais c'est 365 jours. Ça, c'est long. Quand tu vis jour le jour, minute par minute, tu regardes le cadran, ça fait juste 2 minutes ou 5 minutes. Ton temps, tu le regardes, il est long. Physiquement, là, je faisais rien. Puis je vais vous le dire, une période d'1 an, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'existais, je ne vivais pas, j'existais. Je dormais, genre, on allait me réveiller. Hey, mon père ou ma mère ou mes parents s'en viennent. Je me levais, je faisais peut-être ma toilette, je ne sais pas. Je m'habillais, ils repartaient. Ben, si je sortais pour aller chez des amis pour importer de Noël vers là, je m'isolais complètement à part. Des fois, je me sauvais. Des fois, c'était l'hiver, je m'en sauvais dehors. Je n'étais même pas habillé pour l'hiver, là. Je me sauvais de tout ce qui bougeait, de tout ce qui vivait. Je m'isolais complètement. Entre-temps, durant la période, j'ai été mis en retraite médicale à cause de mon état et mon travail. Je vais dire quelque chose, puis ça m'échappe. OK, je n'étais pas diagnostiqué vraiment. Fait quand je travaillais un psychiatre qui m'a évalué, puis à un moment donné, j'ai pris le papier, vous voyez, là. Je pense que j'ai écrit 13 pages. Je me suis décrit. Suite à mon entrevue avec le psychiatre, la différence entre un psychiatre et un psychologue, c'est que le psychiatre peut recommander des médicaments. C'est la seule chose de plus qu'il a, on peut dire. Puis là, elle m'a diagnostiqué bipolaire. Fait quand mes sauts d'humeur, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il n'y a jamais de moyenne, c'est toujours en haut, pas en haut, pas en bas. Puis suite à cela, j'ai eu des entrevues avec les assurances, tout ça. J'ai été coupé de mon assurance vie, si on peut dire, là, l'assurance salaire, pendant 2 ans. On a eu des troubles financiers à cause de la coupure de salaire, etc. J'ai vu mon épouse pleurer parce qu'on devait plusieurs milliers de dollars en impôts. C'est pas si c'était voulu, mais le manque d'informations, on n'a pas eu, etc. Fait que quand ça allait pas bien pour moi, du tout, là. Puis, je vous dis ça, là, je ne m'appelle pas les bretelles. Mais dans le fond de moi, là, j'ai pleuré. J'ai eu des regrets. Pourquoi?
parce que j'ai fait mal à mon épouse. J'ai fait mal à mes filles. Mes filles étaient jeunes adolescentes à cette époque. Puis je disais, je vais me mettre une balle dans la tête, Puis à un moment donné, une de mes filles, elle sort de la chambre. Ben là, je tenais de t'entendre, mets-toi une balle dans la tête. Je ne me rendais pas à quel point que mon état les étouffait. Fait quand mon épouse a vécu avec ça ou survécu, ça a passé du mieux au pire. C'est sur nos lèvres, on n'en parlait pas, mais on pensait le divorce. Pourquoi faire vivre ça à mon épouse et à mes filles? Puis vice-versa. Ma femme me disait, ben, il fait vivre ça. Elle avait sa raison, puis il était notable, ses raisons. C'était comprenable. Fait quand c'était tout un défi. Aujourd'hui, j'en suis sorti, merci Seigneur. J'ai eu beaucoup d'aide, de prière. J'ai été médicamenté. Je vais en parler tantôt également de cela. Oui, intéressant ce que tu partages avec nous. Et n'est-ce pas, vous aussi, les gars, les hommes qui nous écoutez, vous savez, nous vivons dans une société où on nous a appris en tant qu'hommes d'être durs, de ne pas montrer nos émotions, de ne pas montrer notre vulnérabilité. Et c'est un mensonge. Oui. C'est un mensonge. En écoutant le témoignage de Richard, on comprend bien que c'est une stratégie de l'ennemi, finalement, de nous garder dans l'isolement. De la même façon, la parole de Dieu nous enseigne que l'ennemi, notre ennemi, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est la même stratégie qu'il utilise. Isoler pour mieux attaquer. Alors, si tu nous écoutes, cher homme, et que tu as des tentations de vivre, de t'éloigner de tes amis, de tes proches, résiste à ces tentations. Recherche de l'aide. Ça peut être dans ta communauté, dans ton église. Parle-en à tes amis. Parle-en aux autres hommes proches.